Et avec les gens qui s'étaient chargés de la sécurité, c'était Jean Voine, qui était à l'UCPA à ce moment-là, qui était guide de haute montagne, qui était moniteur à l'UCPA, et avec les guides de Chamonix. J'ai fait 10 000 atterrissages mentalement avant de faire le bon. Il faut penser que pour atterrir au sommet du Mont Blanc, vous agissez comme un oiseau qui va se poser sur un fil électrique. C'est-à-dire que vous arrivez 80 mètres plus bas que le sommet, c'est vraiment une arête le sommet. Et il y a la place de 2 hélicoptères. Alors vous arrivez à 180 km/h, 80 mètres plus bas, et en 40 ou 50 mètres, vous devez avoir résorbé ces 180 km/h. Car si vous manque 2 mètres, vous tombez de 4000 mètres sur le dos. Et si vous faites encore 3 à l'heure au sommet, sur cette arête, vous dégoulinez du côté de Chamonix. Là également, quand le premier atterrissage était un peu trop rapide, il a remis les gaz, il est passé par-dessus, puis il est revenu se reposer. Venir du bas à une vitesse folle, car la pression atmosphérique a déjà diminué à 5000 de moitié, le moteur ne donne plus que la moitié de sa puissance, la voilure également, et il y a un calcul diabolique à faire. Celui qui se présenterait au Mont Blanc et qui change d'avis est un homme mort, il arrive comme un moustique contre le pare-brise, on n'en parle plus. Elle s'est posée au col du Lautaret et pour repartir, Giraud avait inventé de poser les roues sur des barquettes qui n'étaient pas attachées aux roues, bien sûr. Il est évident que c'était un peu risqué, compte tenu que ces barquettes n'étaient pas solidaires du train et que si l'avion avait redécollé et s'était reposé parce qu'il avait décollé trop tôt, à ce moment-là, ça aurait été la catastrophe.
Là, il fallait décoller le plus tard possible. Quand l'avion était en sustentation, les barquettes ont continué toutes seules sur la neige et l'avion a décollé. Et à ce moment-là, la barquette est partie près de l'empennage. Il aurait pu, à ce moment-là, arracher l'empennage. Alors, je suis Marcel Collot, je suis né en 1927. J'ai été l'élève de M. Giraud. Donc M. Giraud m'a lâché sur avion. J'étais déjà lâché sur planeur et c'est lui qui m'a fait passer mon brevet de 2e degré. Puis ensuite, étant moniteur planeur, je suis venu à l'Aéroclub Dauphiné comme instructeur et sous, bien sûr, la couverture de M. Giraud, qui était chef pilote à ce moment-là à l'Aéroclub du Dauphiné. On a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de l'atterrissage en planeur à la Croix-de-Champs-Rousse par exemple. C'était une découverte, c'était une innovation. Alors il est évident que tous ces atterrissages étaient en dehors de la réglementation puisqu'on trouvait un terrain et on allait se poser. Puis après, s'il le fallait, on demandait une autorisation à l'administration. Mais Giraud pensait à l'administration bien après l'atterrissage ou la découverte. Et puis c'était un peu, comme il avait horreur de l'administration, il était très libre. Il avait horreur qu'on vienne le gêner dans ses mouvements de découvreur. C'était un peu le Robin des Bois de l'aviation en montagne. J'ai fait d'abord en France 5000 atterrissages dans l'illégalité. Et ensuite, j'ai emmené le ministre des Transports, qui est le grand patron de l'aviation. Je l'ai posé à 3400 mètres d'altitude. Et au retour, le préfet de l'Isère et mon ami Félix Germain lui ont dit « Monsieur le ministre, vous venez de vous poser dans l'illégalité. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de réglementer cette aviation ?» Et depuis, on peut se poser dans la légalité. Plus les années passent, plus les hommes deviennent bêtes. Et je fais surtout allusion à nos hauts fonctionnaires qui sont des cons de première. C'est quelque chose de dingue. Bon. Tout est réglementé. Même si vous avez votre avion, même si vous avez un grand champ de luzerne, vous êtes en infraction si vous vous posez chez vous. Alors que les Anglais ont bien compris, les Suédois aussi, les Américains, vous vous posez où vous voulez, mais... La réglementation. On s'aperçoit que ce sont des carriéristes et rien d'autre, rien d'autre. Ils n'ont aucune connaissance. Les gens, par exemple, qui ont fait le tracé du parc des Écrins n'avaient aucune connaissance, sont même pas venus voir à pied. Je suis très amer de ce côté-là, mais alors pas méchant du tout. Avant, j'aurais volontiers fait marcher la dynamite, mais j'ai plus le temps, maintenant. J'ai plus assez de temps. Il faudrait que les jeunes prennent la relève et cassent la baraque. Et j'ai atteint un nombre d'heures de vol que plus personne ne pourra atteindre maintenant, 40 000, ce qui représente en distance linéaire 40 fois le tour de la Terre. Ce que j'ai fait, un autre peut le faire, mais c'est très difficile à faire en difficulté. Surtout dans un pays comme la France, ça sera impossible. C'est un terrain qui est pas facile parce qu'il est l'axe d'atterrissage préférentiel qui est parallèle à la route, très étroit. D'un côté, il y a le trou, de l'autre côté, il y a des arbres, mais qui a la particularité de pouvoir redécoller si vous êtes trop long. Parce que vous avez une petite bande, une petite piste. Cette petite piste, il faut quand même savoir que si vous n'allez pas la reconnaître en l'air, c'est qu'elle tourne de 30 degrés. Et si vous allez tout droit, vous êtes dans les petits arbustes.
Notre-Dame, c'était un très beau terrain, très technique, pour deux raisons. C'est qu'on était limité en temps d'approche par une barre rocheuse qui limitait l'éloignement. Donc on avait un éloignement, donc un temps de rapprochement qui était relativement court. Donc il fallait être dans le plan quand vous étiez en dernier virage, il ne fallait pas être trop bas. Donc il fallait être dans le plan, en dernier virage, et vous aviez à peu près après 30 à 40 secondes de temps de rapprochement, ce qui est court si vous aviez des corrections à faire. Deuxièmement, il y avait un profil triple. Vous avez 3 plans, un plan à 25%, un plan qui était à 17 ou 16 ou 17, puis un plan pratiquement horizontal, avec une toute petite montée qui vous permettait, si vous étiez un tout petit peu long, de vous arrêter, mais de très courte. Alors il fallait toucher souvent cette deuxième partie qui était moins pentue, faire l'arrondi sur la première, toucher après la première bosse, et puis ensuite être sur la partie horizontale. Les seuls couples qui restaient l'hiver entier là-bas, et comme le terrain était fermé, parce que, enfin, pas le terrain, la route était fermée par les avalanches, il n'était pas déneigé, donc il amenait du ravitaillement, ainsi qu'il amenait souvent un cousin, je crois, ou un neveu des personnes qui restaient là.